Bonjour, je vais vous faire aujourd'hui les infections à méningocoque. C'est comme dans toutes les méningites, entre autres celles que nous avons décrites tout à l'heure, les infections à pneumocoque. Pour les infections à méningocoque, il vous est demandé de savoir en faire le diagnostic et quels sont les examens qui vous permettront de confirmer ce diagnostic et comment prévenir les complications qui peuvent conditionner le pronostic. Toute infection est une urgence de prise en charge de par un traitement spécifique qui est indispensable pour traiter le malade. Et dans ce cas, nous avons également recours à une chimioprophylaxie pour une prévention de cette infection dans l'entourage immédiat du malade. Celle-ci, elle peut se baser sur une thérapeutique, une antibiothérapie, comme on peut avoir recours à une vaccination, mais attention, toute thérapeutique nécessite une surveillance. Les infections à méningocoque, ce sont des infections qui peuvent être contagieuses et elles sont à déclaration obligatoire. Les bactéries, le méningocoque, c'est dire Neisseria meningitidis, est strictement humain. C'est un germe qui est cosmopolite, qu'on retrouve aussi bien chez l'enfant et l'adolescent. Il peut réaliser des tableaux de méningite purulente, des tableaux de méningococcémie fulminante, qui sont une extrême urgence thérapeutique. Elle se propage sous un tableau endémose sporadique avec des poussées épidémiques. Elles sont imprévisibles et elles sont dues à des souches virulentes, d'où l'intérêt de la prévention. Celle-ci, elle doit être précoce afin d'en limiter l'extension et de minimiser du risque de cette infection avec une déclaration obligatoire. Neisseria meningitidis ou meningococcus ou méningocoque est une bactérie qui a un aspect arrondi. Elle est rhiniforme, elle prend un aspect d'un grain de café. C'est un gramme négatif qui se groupe par paires en diplocoque. Il est fragile, d'où la gestion rapide des prélèvements. Il ne faut pas laisser le prélèvement sur la paillasse. C'est un germe aérobie strict qui pousse très bien sur une gélose au sang cuite, ce qu'on appelle gélose chocolat, et il incube à 36 degrés Celsius. Les cultures sont positives en 18 heures et elles donnent des colonies d'aspect grisâtre, opaque, avec une surface lisse et humide, comme vous le voyez ici dans la photo en haut de la slide. Ils sont caractérisés par une structure chimique et antigénique, avec une paroi qui a une structure voisine de celle des bacilles gram-négatifs, et des structures lipopolysaccharidiques, LPS, qui représentent une endotoxine qui, elle, est à l'origine du choc méningococcique. Elle est formée d'un lipide A et d'une partie polyosidique antigénique qui va permettre de classer par agglutination les méningocoques en groupes sérologiques A, B, C, X, Y, Z et 29E et le W135. Récemment, nous avons eu le groupe sérologique, le H, le I, le K, le L. Nous avons dit que son réservoir est strictement humain. Il est présent dans le rhinopharynx, qui est son habitat naturel, et sa porte d'entrée principale, c'est les rhinopharyngites. Un portage asymptomatique est possible et il est estimé à presque 10%. Sa transmission, elle est uniquement directe, elle est strictement interhumaine et elle se fait par voie aérienne, par gouttelettes de salive qui proviennent d'un sujet qui est malade ou un porteur sain, avec un risque significatif pour un contact de moins d'1 mètre pour une durée d'1 heure en face à face. Tous les contacts humains rapprochés, close contact, les rassemblements comme le pèlerinage de la Mecque favorisent l'échange et l'acquisition de méningocoques. Les transports modernes permettent également la diffusion rapide de souches pathogènes. C'est une infection qui est hautement contagieuse, à déclaration obligatoire et elle est strictement humaine. Sont réceptifs les âges médians, le jeune et l'adolescent, 15 ans, avec une incidence qui est élevée
chez le nourrisson de 6 à 12 mois et des pics qui sont notés chez l'adolescent et l'adulte jeune. On peut présenter un pic à un âge très avancé, après l'âge de 85 ans. Bien sûr, nous avons dit qu'elles évoluent sur un mode endémo-épidémique, avec parfois des pandémies. Dans les pays tempérés, les infections, elles surviennent essentiellement en hiver et elles diminuent progressivement pour atteindre le taux le plus bas en été. Sur le plan physiopathologique, on peut rester porteur de méningocoque pendant plusieurs mois ou même des années. Il y a des facteurs de risque de portage, c'est l'entourage d'un cas d'infection invasive à méningocoque. En cas de promiscuité, une vie en collectivité, un tabagisme passif et actif et en cas de précarité. Les infections invasives à méningocoque suivent plusieurs étapes successives. Une translocation de la muqueuse au sang, une résistance à l'immunité avec une multiplication dans le sang et éventuellement une traversée de la barrière méningée et multiplication dans le LCS. Les facteurs de risque de ces infections invasives à méningocoque sont, comme nous l'avons dit, le jeune âge, l'immaturité immunitaire, les infections concomitantes qui vont fragiliser les muqueuses respiratoires. Sur le plan clinique, on prendra comme type de description une méningite cérébrospinale chez un adulte jeune. Elle réalise un tableau d'une infection aiguë des méninges et du LCS avec une extrême urgence de diagnostic et thérapeutique. C'est la plus fréquente des méningites purulentes en Algérie. On estimait entre 3 000 à 4 000 cas par année. Il faut savoir que ce type que nous présentons, c'est la forme commune de l'enfant et de l'adolescent qui ne sont pas vaccinés. C'est la plus fréquente des présentations et la plus typique que nous rencontrons. Elle est caractérisée par une incubation qui est courte, de 2 à 5 jours. Elle est silencieuse et elle passe souvent inaperçue. Parfois, on peut noter un tableau de rhinopharyngite. L'invasion, elle est d'installation brutale, associant une fièvre élevée, voire des frissons, des céphalies diffus, des vomissements faciles et en jet, avec des algies diffuses. Devant ce type de tableau, un interrogatoire minutieux à la recherche de cas similaires s'impose dans l'entourage immédiat. La recherche d'une pharyngite 2 à 5 jours auparavant, avec ou sans constatation d'une raideur doit imposer la réalisation d'une ponction lombaire. La phase d'état, elle se caractérise de par le diagnostic qui est évident devant l'association d'un syndrome méningé fonctionnel, d'un syndrome méningé physique et d'un syndrome infectieux typique. Il va y avoir le trépied fonctionnel fait de céphalées, de vomissements et d'une constipation qui est inconstante. Il y aura la raideur de la nuque, le syndrome de Kürnig, de Brudzinski, que nous avons cité au préalable lors de la présentation des tableaux de méningoencéphalite à pneumocoque, un syndrome infectieux fait de fièvre, d'une tachycardie, d'une altération de l'état général. Donc, nous ne reviendrons pas sur la raideur méningée, ni la raideur de la nuque, ni le signe de Kürnig, ni le signe de Brudzinski, qui ont été au préalable déjà décrits au décours du tableau des méningoencéphalites et des méningites à pneumocoque. À ces signes vont s'associer des troubles vasomoteurs avec une alternance de rougeur et de pâleur. On peut retrouver, comme cité déjà au préalable, une réméningitidique de trousseau, mais l'examen, lui, va s'acharner à rechercher des éléments d'orientation méningococcique. Le terme mémotechnique qu'il y a lieu de retenir, c'est le terme Sharp, c'est-à-dire S pour splénomégalie, qui est molle, congestive, indolore. H, c'est l'herpès nasolabial. L'arthralgie, le rash cutané morbilliforme ou scarlatiniforme et un purpura pétéchal ou
échymotique de grande valeur diagnostique. Vous avez des images d'un purpura, d'échymose, voire carrément d'un purpura fulminans. Le syndrome infectieux, il sera brutal, il sera fait d'un syndrome méningé qui est franc, fonctionnel et physique, avec un purpura ou autre signe d'orientation, d'où le diagnostic de méningite cérébrospinale fortement suspecté. Et seule l'étude cytobactériologique du LCS permettra de poser le diagnostic. Pour le poser, il faudra bien sûr réaliser une ponction lombaire. Celle-ci, pour qu'elle soit réalisée, elle peut se faire chez un malade en position demi-assise, dos arrondi, croisement des bras, la tête enfouie dans le creux des bras. Il peut être réalisé en position décubitus dorsal gauche. On prendra comme repère les 2 épines iliaques et on fera une médiane pour la réaliser. Bien sûr, après la prise de repère, il faut choisir le type de trocar. Donc, il va être différent en fonction de l'âge, de la corpulence. Une récupération du LCS, on introduit le trocar perpendiculairement à l'axe de la colonne et on mettra le biseau vers le haut, puis on procédera à une légère flexion vers le bas, vers 45 degrés pour pouvoir récupérer le liquide céphalo-rachidien. Ce liquide est souvent hypertendu, il a un aspect louche, odori, parfois il est franchement purulent, voire épais. La cytologie, il y a une hypercytose considérable avec plus de 1000 éléments, avec prédominance de polynucléaires neutrophiles en majorité, ils sont altérés. L'albuminorachie, elle est élevée, elle est au-delà de 0,8 à 2 grammes, voire plus. La glycorachie, elle est basse, elle est la moitié, elle doit être appréciée, évaluée en fonction de la glycémie qui doit être réalisée concomitamment. L'examen direct objectivera un diplocoque gram négatif en intra ou extracellulaire. Sa culture et l'ensemencement de ce liquide sur un milieu enrichi ou une gélose au sang cuite, elle est toujours systématique. De même, la réalisation des antigènes solubles bactériens. Les autres examens qui peuvent être réalisés, c'est les hémocultures qui doivent répondre aux critères de réalisation, une formule numération sanguine, une C-réactine protéine, voire une procalcitonine sérique qui sera toujours élevée, c'est la preuve que c'est une infection bactérienne, et on peut réaliser un prélèvement de gorge du malade, voire de son entourage, qui viendra étoffer et conforter notre diagnostic. L'évolution, elle sera spontanément fatale devant un tableau de coma fébrile en 8 à 10 jours. Sous un traitement précoce et adapté, la guérison sera en règle complète. La surveillance, elle doit être rigoureuse. L'état de conscience sera apprécié, de même que la température, les constantes hémodynamiques. On recherchera s'il y a des lésions purpuriques, on appréciera leur extension, leur apparition par rapport à d'autres éléments, on apprécie en les entourant avec un stylo. On appréciera l'intensité des céphalées qui doivent régresser et s'amender en une semaine. La raideur, elle sera plus lente pour s'amender, surtout s'il y a eu des ponctions lombaires répétées. Cette ponction ne peut être refaite à 48 heures. Elle pourra objectiver soit une stérilisation, soit une bonne amélioration. Le LCS se stérilise en 48 heures et se normalise en 8 à 12 jours. Les formes cliniques, on a des formes selon l'évolution, des formes septicémiques, des formes selon les complications, selon l'âge et selon l'aspect du LCS. Pour les formes septicémiques, la forme fruste, c'est la commune avec des signes d'orientation méningocoxique, surtout la splénomégalie, le purpura. Dans ce cas, les hémocultures sont positives. Nous avons les formes aiguës ou suraiguës, c'est
des formes gravissimes, c'est le choc méningococcinique, c'est le tableau de purpura fulminans qui va être caractérisé par un syndrome septicémique d'installation brutale avec un purpura rapidement extensif à laquelle va venir s'accompagner une défaillance circulatoire d'installation aiguë qui va engager le pronostic vital. Elle sera d'installation brutale suite à une rhinopharyngite chez souvent un enfant en bonne santé apparente. La fièvre, elle sera très élevée, les malaises seront intenses, les frissons répétés, des troubles digestifs peuvent accompagner avec des douleurs abdominales et pourront apparaître également des troubles neurologiques. Rapidement, ce purpura va s'étendre, il va prendre un aspect échymotique, voire nécrotique, extensif en quelques heures sous les yeux de l'examinateur. Il sera surmonté de petites vésicules gangréneuses riches en méningocoques. La coexistence d'un syndrome infectieux et d'un purpura constitue l'une des urgences en maladies infectieuses les plus importantes. Nous imposons la mise en route immédiate d'un traitement antibiotique avant même la pratique des hémocultures et de la ponction lombaire. En absence de traitement, l'extension sera rapide des lésions en quelques heures avec un collapsus cardiovasculaire secondaire au choc endotoxinique. Parfois, cette précipitation peut se voir. Parfois, ce tableau est précipité par une dose d'antibiotiques massive d'emblée. Le patient sera agité, anxieux et peut sombrer dans un coma. Avant la chute de la tension artérielle, souvent on note une pâleur, une accélération du pouls qui devient rapide et petit, un refroidissement et une cyanose des extrémités avec des marbrures et un allongement des temps de recoloration cutanée. L'examen recherchera des signes hémorragiques, une hémorragie conjonctivale avec épistaxis faisant craindre une CIVD. On pourra retrouver une hépatomégalie, voire une splénomégalie. Les arthrites peuvent être retrouvées, elles sont fréquentes, parfois elles sont remplacées par des polyarthralgies. Les signes méningés peuvent être inconstants. Un tableau de méningococcémie est tout autre. Il est dominé par des signes qui vont témoigner de la dissémination septicémique du méningocoque, avec une splénomégalie, des arthralgies, des taches purpuriques, une altération de l'état général. Le diagnostic, on aura des hémocultures qui sont positives. La méningite va passer au deuxième plan et elle va représenter une localisation secondaire de la diffusion du germe. Celle-ci, elle se présente sous trois aspects. Le méningocoque peut être retrouvé dans le sang, dans les vésicules cutanées, au niveau de la gorge, au niveau du LCS, et on peut réaliser une contre-immunoélectrophorèse avec la recherche d'antigènes solubles, aussi bien dans le LCS, dans le sang que dans les urines. Les hémocultures dans ce tableau de méningococcémie sont inconstamment positifs. Le LCS, la spécificité, c'est qu'il sera clair et c'est un mauvais pronostic, voire il peut être légèrement trouble. La protéinorachie sera peu élevée, la glycorachie sera normale et la cytologie sera modérée entre 20 à 200 éléments par millimètre cube. D'autres examens viendront étayer, c'est la formunumération sanguine, la présence d'une thrombopénie, la diminution du fibrinogène et des produits de dégradation de la fibrine. Le TP sera bas et les complexes solubles seront là pour conforter cette étiologie. Dans ce tableau, le pronostic est sévère, avec une mortalité qui avoisine les 30 à 70% malgré le traitement. Quel que soit le tableau clinique, la recherche des critères de gravité de cette forme suraiguë renseigne sur le pronostic et oriente le traitement. Ces critères, ce sont les critères de Boker. Il faut les connaître. Ils sont de type, il y a des critères cliniques au nombre de 6 et des critères biologiques également au nombre de 6. Donc au total, il y en a 12.
Les critères cliniques, c'est l'âge, moins de 1 an, la présence d'un purpura qui est extensif depuis moins de 12 heures, la présence d'un état de choc, d'un coma stade 2 ou plus, d'une hyperthermie au-delà de 40 degrés ou d'une hypothermie et l'absence d'un syndrome méningé clinique. Les critères de Boker biologiques, c'est la présence d'une leucopénie, moins de 5000 éléments. Les plaquettes qui sont inférieures à 100 000, c'est la thrombopénie, la présence d'une acidose métabolique, voire l'installation d'une consommation intravasculaire disséminée, d'une hyperkaliémie supérieure à 5 mEq par litre, et le LCS retrouve une leucocytose, peu de cellules, moins de 20 éléments par millimètre cube. La méningococcémie chronique, c'est la fièvre intermittente avec des manifestations cutanéennes type de rage et de pustules, d'arthralgie ou d'arthrite qui peuvent persister plusieurs mois avec des hémocultures positives et de façon intermittente qui permettront de poser ce diagnostic. À côté donc de la méningite et des septicémies, il peut exister des manifestations qui sont très rares, pouvant rester isolées tout au long de leur évolution. Ça peut être un tableau d'arthrite aiguë septique, un tableau de péricardite septique ou d'endocardite à méningocoque, d'une pneumonie, d'une manifestation urogénitale isolée, d'une conjonctivite, d'une iridocyclite, voire d'hépatite cytolytique. Les complications que l'on peut rencontrer, elles sont fréquentes chez le nourrisson et elles sont même sous traitement imprévisibles. Ça peut être des complications infectieuses, c'est un tableau d'abcès cérébral déjà décrit au préalable. Ça peut être des complications mécaniques, elles se voient plus dans l'évolution des méningites à pneumocoque, notamment chez le nourrisson. Ça peut être le cloisonnement méningé. Ça peut être un hématome sous-dural ou avec épanchement sous-dural. Ça peut être des tableaux d'hypotension intracrânienne avec un collapsus ventriculaire. Et ça peut être des complications qui font la spécificité des méningites à méningocoque. C'est qu'on peut avoir un autre type de complications, en plus des complications infectieuses, des complications mécaniques, on peut avoir des complications immunoallergiques. Celles-ci sont relativement fréquentes, elles sont imprévisibles, elles surviennent entre le 8e et 10e jour d'évolution d'une méningite cérébrospinale traitée. Ça peut être un tableau de péricardite caractérisé par la reprise de la fièvre avec des précordialgies, des assourdissements des bruits du cœur, un frottement péricardique avec présence d'un bas voltage et des troubles de la repolarisation à l'ECG. L'échocardiographie, elle va confirmer le diagnostic en montrant un épaississement ou un épanchement péricardique. L'évolution, elle est le plus souvent favorable et le recours aux ponctions est rare. Ça peut être un tableau d'arthrite touchant plus souvent les grosses articulations. Elles sont de type tuméfiée, chaude et douloureuse. L'évolution sera alors spontanément favorable. Il y a rarement un recours aux corticoïdes. Iridocyclite, un tableau d'iridocyclite qui est rare. Et en dernière position, comme complication immunoallergique, on peut avoir des tableaux d'allergie retardés à l'ampicilline, marqués par de la fièvre, un prurite, une éruption morbilliforme ou scarlatiniforme. Ça peut être un tableau typiquement urticarien, voire prurigineux. D'autres complications peuvent se voir. C'est des complications de type neurosensoriel. Elles sont caractérisées et typiques. Ça peut être une surdité ou une cécité. Il faut savoir que la surdité elle est plus fréquente et habituellement complète et bilatérale. Elle sera secondaire à un tableau de méningonévrite de la 8e paire crânienne où elle est incomplète, régressive et cela par atteinte cochléaire. Cette surdité peut s'accompagner malheureusement d'une mutité lorsqu'elle s'installe avant l'acquisition du langage. La cécité, elle est moins fréquente et elle est plus précoce, soit par névrite optique, soit par atteinte corticale. Les formes selon l'évolution, ce sont des formes décapitées, elles sont fréquentes, elles sont dues à une prescription intempestive d'antibiotiques qui traversent la barrière méningée avec des doses insuffisantes.
La symptomatologie, elle est certes incomplète. La ponction ramène un LCS qui est clair, stérile, avec une formule panachée qui est faite de polynucléaires neutrophiles altérés et non altérés et de nombreux lymphocytes, avec une albuminorachie pas très élevée, une glycorachie légèrement abaissée. La contre-immunoélectrophorèse à la recherche d'antigènes solubles va permettre de confirmer le diagnostic. On peut avoir des formes méningoencéphalitiques, elles sont rares, elles sont diagnostiquées souvent tardivement. Elles sont redoutables et mortelles. Quand elles ne le sont pas, elles laissent des séquelles, mais elles laissent des séquelles. Cliniquement, au premier plan, nous avons les signes encéphalitiques avec des signes méningés. L'évolution peut être mortelle dans un tableau d'état de mal convulsif avec des troubles neurovégétatifs. Selon l'âge, ça peut être la forme du nourrisson, qui peut être un tableau de fièvre aiguë inexpliquée, une hypotonie, des troubles digestifs accompagnés de déshydratation, des troubles du comportement et du sommeil, avec un plafonnement du regard, un bombement de la fontanelle antérieure, un périmètre crânien augmenté, des convulsions. Le syndrome méningé va manquer dans ce tableau, souvent, mais toutes ces situations en climat fébrile indiquent formellement la réalisation d'une ponction lombaire. Donc, toute fièvre chez nourrisson, isolée ou associée, impose la réalisation d'une ponction lombaire. Les complications sont certes fréquentes, elles sont surtout mécaniques, avec des séquelles neurosensorielles. La forme du vieillard, elle est rare et grave. C'est un tableau franchement atypique, souvent révélé par une confusion mentale fébrile ou un tableau pseudo-psychiatrique. Ça peut être un tableau de méningoencéphalite avec atteinte des paires crâniennes, voire un coma fébrile. L'évolution est souvent mortelle de par la gravité de la maladie et la décompensation des tares sous-jacentes. Pour les formes selon l'aspect du LCS, celui-ci peut être clair, c'est une méningite à son début. Ça peut être une méningite suraiguë ou une méningite décapitée. Ça peut être un LCS hémorragique avec une faible cellularité, une albumine très élevée. Elle va nécessiter une mise en culture systématique à la recherche du germe. Comment penser et poser le diagnostic? On y pense devant des arguments, aussi bien anamnestiques avec une notion de comptage, de cas similaires, de rhinopharyngite. Sur les arguments cliniques, c'est la présence d'un syndrome infectieux, méningé fonctionnel et physique, avec des signes d'orientation méningocoxique, donc les signes de Chartres, associés parfois à des troubles neuropsychiques. Sur le plan biologique, la certitude, c'est l'isolement du germe à l'examen direct du LCS dans le sang, dans les vésicules cutanées, dans le liquide articulaire ou après leur culture. La PCR n'est pas de pratique courante. Il faut faire un diagnostic indirect par la recherche d'antigènes solubles par contre-immunoélectrophorèse. Les autres examens, c'est les examens, c'est la formule, la procalcitonine, voire la CRP, la vitesse de sédimentation, la réalisation d'une imagerie en cas de complications, d'un EEG, d'appréciation et de retentissement, et un bilan de coagulation. Le diagnostic différentiel avant la PL, il faudra éliminer un méningisme qui peut se voir au décours d'une pneumonie franche lobaire aiguë, d'une fièvre boutonneuse méditerranéenne, d'une fièvre typhoïde, d'un syndrome grippal, d'un paludisme, ou en cas de problème du rachis cervical, après la ponction lombaire, il faudra éliminer les autres méningites bactériennes, à pneumocoque, à hémophilus, à strepto, à staph, à bacilles gram négatifs. Le traitement a deux volets, un traitement curatif et un traitement préventif. Le curatif va reposer sur les armes thérapeutiques, c'est les antibiotiques qui doivent répondre à deux conditions, doivent être actifs sur le méningo et traverser la barrière méningée. Pour cela, on a recours en première intention au bêta-lactamine, c'est dire à l'amoxicilline, c'est l'antibiotique de choix, c'est 8 à 12 grammes jour chez l'adulte, 200 à 300 mg par kilo par jour chez l'enfant, en nivellante 4 ou 6 toutes les 4 ou 6 heures.
On peut donner une céphalosporine de troisième génération, qui sont de bonne diffusion dans le LCS. Ça peut être soit du céfotaxime, 8 à 12 grammes également en jour, aux mêmes doses que l'amoxicilline, ou une ceftriaxone, la rocéfine, c'est 4 grammes jour chez l'adulte et 75 à 100 mg par kilo par jour chez l'enfant, avec l'avantage d'une demi-vie plus longue permettant une biodisponibilité avec une ou deux prises par 24 heures. On peut recourir aux phénicolés. Malheureusement, ils ne sont plus disponibles en Algérie depuis au moins 2 ans. Ils sont actifs, de bonne diffusion, mais très hématotoxiques, d'où leur surveillance hebdomadaire à la formule numération sanguine, risque d'anémie, de leuconeutropénie, pouvant aller jusqu'à l'aplasie médulaire. Les phénicolés sont contre-indiqués chez la femme enceinte et le nourrisson de moins de 6 mois, risque de bébé gris. On a recours, si on les utilise, plutôt au thiophénicol, mais pas au chloramphénicol. Le thiophénicol, alors on donnera 75 mg par kilo par jour chez l'adulte et 50 à 100 mg par kilo par jour chez l'enfant en 3 prises jour en nivellant. On peut utiliser des fluoroquinolones à type de ciprofloxacine, 800 à 1200 mg jour en 2 à 3 prises en perfusion. Le traitement de type symptomatique, c'est l'oxygénothérapie, l'équilibre hydroélectrique, les apports alimentaires, le remplissage, les drogues au besoin, l'épuration extra-rénale, les anticonvulsivants et les corticoïdes qui trouvent leur indication dans les formes méningo-encéphalitiques en cas d'un choc méningocoxique avec forte albuminorachie, complications mécaniques ou infectieuses. La chirurgie, c'est quand il y a des complications à type d'hydrocéphalie, d'épanchement sous-dural rebelle ou ponction et abcès cérébral. En cas de consommation intravasculaire disséminée, il faut perfuser des plaquettes et donner du plasma frais congelé. Ne jamais oublier les mesures de nursing pour la prévention des escarres. La conduite pratique sera comme suit. On hospitalise, on isole, on déclare obligatoirement, c'est une maladie très contagieuse. Le traitement de la MCS dans sa forme commune va reposer sur l'amoxicilline de première intention. On procédera à une correction des troubles hydroélectrolytiques. En cas d'allergie, on pourra donner du thiophénicol. Dans les formes méningo-encéphalitiques, la durée du traitement ne sera plus comme dans les MCS formes communes de 7 à 10 jours, mais elle sera plutôt de 10 à 15 jours et les corticoïdes trouveront leur place sous forme de dexaméthasone à raison de 0,6 mg par kilo par jour pour une courte durée de 48 à 72 heures. Dans le cas d'un choc méningocoxique, c'est l'extrême urgence thérapeutique. Elle va imposer un transfert en unité de soins intensifs, un remplissage rapide avec des solutés cristalloïdes, du sérum salé isotonique, des colloïdes ou du plasma frais congelé. S'il n'y a pas de réponse, on recourra aux drogues vasoactives, d'obus, dopa, noradrénaline, l'oxygénothérapie à la sonde nasale, voire la ventilation assistée si nécessaire. Les corticoïdes sont très discutés, voire controversés dans cette indication. On peut, pour lutter contre l'acidose, donner des solutés bicarbonatées. L'antibiothérapie, ça sera bien sûr l'amoxicilline. En cas de CIVD, il faut une héparinothérapie, les mesures de nursing et la durée est de 10 à 15 jours de traitement. Pour les formes compliquées, elle sera en fonction de ces formes. Quand c'est des abcès, c'est antibiotiques qui diffusent très bien sur une durée de 6 à 12 semaines avec drainage au besoin chirurgical. Dans les complications immunoallergiques, on donne des corticoïdes. En cas de cloisonnement d'hydrocéphalie, c'est les dérivations. En cas d'un épanchement sous-dural, c'est les ponctions aux angles externes de la fontanelle antérieure. En cas d'une hypotension intracrânienne, on a recours à une réhydratation. Les mesures préventives vont reposer d'abord sur la déclaration obligatoire, l'isolement et l'éviction scolaire jusqu'à guérison et même après guérison. La chimioprophylaxie de l'entourage, elle vise à détruire le méningocoque au niveau du rhinopharynx. On peut recourir à 2 molécules, mais spécifiquement chez nous, on a recours à la spiramycine, c'est-à-dire rovamycine. On donnera 75 000 unités par kilo par jour en 2 prises chez le nourrisson et l'enfant, et on donnera 6 millions en jour en 2 prises pendant 5 jours chez l'adulte.
La deuxième molécule, c'est la rifampicine. En Algérie, on ne la donne pas de première intention comme les autres pays. Nous sommes une région d'endémie de tuberculose, donc on préfère la garder dans ce cas. Alors, la rifampicine chez les enfants âgés de 1 mois à 15 ans donnera 10 mg par kilo en 2 fois jour. De 0 à 30 jours, c'est 5 mg par kilo, également 2 fois par jour. Chez l'adulte, ça sera 600 mg 2 fois par jour. Et cela, c'est un traitement sur une durée de 2 jours. La chimioprophylaxie, elle trouve son indication chez les personnes qui vivent sous le même toit que le patient, dans les pouponnières, les crèches où les enfants ont été en contact avec le personnel, dans les écoles primaires, collèges et lycées. Un seul cas, juste dans un seul cas, quand il y a un seul cas juste chez ses camarades, plusieurs cas dans la même classe, toute la classe. S'il y a un seul cas, juste son camarade de table qui recevra la chimioprophylaxie. S'il y a plusieurs cas dans la même classe, c'est toute la classe. Un autre cas dans une autre classe, c'est les deux classes. Un troisième cas dans au moins 2 classes. En moins d'un mois, tout l'établissement bénéficiera de la chimioprophylaxie. Celle-ci doit être réalisée également dans les universités, les casernes, les prisons, chez les sujets contacts immédiats. Elle doit être prescrite dans les 5 à 10 jours qui suivent le diagnostic du sujet contact. La vaccination, elle est disponible. Il y a le vaccin monovalent, le A ou le C. Il y a le bivalent, A plus C, ou le quadrivalent, associant les sérotypes, le A, le C, les sérogroupes A, C, Y, W 135. Une seule injection protège de J10 à 3 ans. Sont concernées les personnes de 6 mois à 25 ans pour le bivalent et de 2 ans à 25 ans pour le quadrivalent. Les autres tranches d'âge peuvent être vaccinées en fonction de la situation épidémique. Elles sont indiquées en cas d'épidémie dans une grande collectivité, début de l'épicentre de l'épidémie, en cas de voyage en zone d'endémie, en cas de pèlerinage à la Mecque, il faut faire le quadrivalent, chez le personnel de santé dès le début d'une épidémie et chez les jeunes recrues du service national. Alors, je vous demanderai en conclusion de retenir que c'est une maladie à déclaration obligatoire, très contagieuse. La chimioprophylaxie est de règle. La vaccination est disponible à l'étranger. Chez nous, elle n'est réalisée qu'en cas de pèlerinage, mais c'est toujours bon de se vacciner. Quand on peut, il faut le faire. Il faut savoir que le corps de la santé n'est pas vacciné. Il est certes qu'on ne voit pas autant qu'avant des méningites à méningo, mais le risque demeure. C'est le purpura fulminans qui est l'extrême urgence en maladie infectieuse. Il faut le reconnaître, savoir le prendre en charge. En cas de suspicion, donner une dose d'amoxicilline, ne pas donner la dose totale, on risque d'être à l'origine de l'aggravation et donc d'une libération d'endotoxines rapide. Donc plutôt on donne habituellement, on donne 1 gramme en IV et on adresse le malade en unité de soins intensifs. Je vous remercie pour votre attention.